Cette émission est disponible en vidéo description. Enormous crash. Oh my God. Eh bien, Bertrand et chers amis, pendant que nous étions à la pause, la course a été relancée et dès la relance, il y a eu un accident absolument épouvantable. Oh, quelle image absolument effroyable. La première fois que j'ai vu Greg Moore de ma vie, c'était ici, au Mont-Tremblant. Greg courait en Formule 1600, puis moi, ça m'intéressait, ça fait que je suivais les courses un petit peu. Et quand j'ai vu cette espèce de grande échalote descendre de la voiture, il avait terminé en deuxième position. C'était assez particulier parce qu'il avait 16 ans à peu près à ce moment-là, les bras trop longs, les grosses lunettes rondes. Il avait de l'air vraiment d'un adolescent typique, boutonneux et tout ça. Mais il était déjà très performant. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce dernier parce que je couvrais, si je me rappelle bien, à l'époque, la Formule Atlantique surtout et la série Kart avec Villeneuve. En 94, lorsqu'il a commencé vraiment à se signaler avec 3 victoires, avec une équipe, comme je dis, maison, avec ses propres commanditaires. Je me souviens d'ailleurs porter souvent des mentions sur sa voiture de la région de Vancouver. Jeune qui avaient certainement des talents naturels, mais il n'y a rien qui indique, malgré qu'ils ont un certain talent à bas âge, qu'ils vont en faire une profession. Si je me rappelle bien, tout de suite après, il a fait de l'Indy Light avec une équipe, comment dirais-je, structurée justement par sa famille. Et c'est là qu'il a commencé. En fait, il avait déjà commencé à travailler avec Steve Chalice. Steve Chalice, son ingénieur qui a toujours été avec lui. C'était une entreprise, comment dirais-je, familiale. Son père était très près de lui dans tous les sens du mot. I started talking to Rick because I was working on his Trans Am car. And he said, you know, I'm thinking about getting my kid into racing. And, you know, have this little Van Diemen, but it's all just in a box. You know, can you put it all together and run the thing and we can, you know, see if he's any good or, you know, what? And I said, okay, well, that's great. I couldn't really see how fast the kid was, but, you know, it seemed like he was doing a good job. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas les systèmes de communication qu'on a maintenant. Alors, c'est plus difficile de suivre les performances d'un jeune qui était sur la côte ouest américaine en Formule 2000 ou à Vancouver en Formule 1600, peu importe. Mais lorsqu'il a commencé à gagner en Indy Light, là, évidemment, ça a fait les manchettes un petit peu partout. C'est plus évident de constater ses performances. C'est là qu'on avait entendu parler pas mal de Greg Moore. Tout le monde avait les mêmes véhicules à ce moment-là. C'était une série monotype. Et ça lui a pris 1 an avant de se démarquer. On dit souvent 1 an pour apprendre, 1 an pour gagner. La 2e année, il s'est mis à gagner. Et que dire de la 3e année d'Indy Light, où il avait été recruté par Players et où il avait dominé de façon totale. Et Greg Moore va inscrire son nom et de façon percutante et spectaculaire d'ailleurs à ce livre d'histoire de la série École Indy Light. Moore qui se présente à la ligne d'arrivée, record absolu pour Greg Moore. Parce que lui a gagné 10 des 12 courses, il a fait 7 pôles, il a fait 11 podiums. Et son pire résultat, ça a été une 5e position. L'autre course qu'il n'avait pas gagné, il avait terminé 2e. I think we understood the car better. So after a while, you understood that and you did the right thing. The driver still has to drive the car. He knew that he had an advantage, and he doesn't want to waste that advantage. Je me suis retrouvé à ce moment-là à faire du coaching au Molson Indy à Toronto. Et puis, je suis arrivé face à face avec Greg. Je pense qu'il était rendu à 18 ans ou à peu près. J'ai dit, wow, Greg, tu marches, ça fonctionne ton affaire, là. J'ai dit, depuis un certain bout de temps, I keep my eyes on you, tu sais. Parce que c'est impressionnant, là, parce qu'en Indy Lights, c'est des machines qui sont rapides. Alors, le jeune, il a commencé à démontrer un potentiel. Greg avait vraiment quelque chose de spécial. Encore une fois, il était bien encadré, il avait un bon ingénieur, tu sais, tout roulait bien. Mais c'était un gars qui était difficile à battre déjà en Indy Light. Pour gagner des courses, c'est pas juste une question de cran ou de courage. Il faut être courageux, oui, mais il faut être technique, il faut être précis et puis il faut être intelligent derrière le volant. Greg démontrait qu'il avait toutes ces qualités-là. Donc, on peut comprendre pourquoi il a été recruté par l'équipe Players en série Kart, comme on l'appelait à l'époque, l'année suivante.
Je me rappelle particulièrement de la première entrevue que j'ai faite avec Greg Moore quand il est passé en IndyCar. Je lui pose la question comme ça. J'ai dit, Greg Moore, 21 ans seulement, déjà en série kart. Et il me regarde dans les yeux parce qu'il savait que je faisais la Formule 1600. Et il me dit, Didier Scrannon, plus de 40 ans, encore en Formule 1600. Oh, ça avait été un coup au cœur. Les étudiants et gentils. Le college est très bon. Les gens de chez Players leur faisaient suivre un cours d'apprentissage, comment réagir avec les médias. Et Greg Moore s'ennuyait à mourir parce que lui, il l'avait, c'était instinctif. On faisait des segments sur des sujets en particulier. On avait demandé à Greg Moore de nous parler de son volant, à quoi servaient les différents boutons et puis tout ça. Alors, on lui explique qu'il doit faire ça dans l'espace d'une minute, si c'est possible. Et puis, je lui demande comme ça, est-ce que tu veux faire un essai avant? Il dit, non, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, roulez. Alors, il s'installe, il s'assoit sur le cockpit de sa voiture, il prend le volant, et là, il commence. Il fait la description de tous les boutons. À la fin de tout ça, il dit, ah oui, en passant, ça sert à tourner également, à faire tourner la voiture. Il prend le volant, puis il le remet à sa place, puis il se retourne. Je regarde ma montre, 53 secondes. Et qu'est-ce que ça m'a même... J'ai même pensé à un moment donné, j'ai dit, une chance qu'il n'est pas animateur. Je pense pas que j'aurais pu faire ça comme il l'a fait. Are you ever scared when you're behind the wheel? No. No, it's... I'm enjoying it too much to be scared. I guess the thing that I'm really proud about, although it took way longer than it should have, our first win at Milwaukee. We won the race, right? And that's what we're supposed to do. That's our job. We had a good time that day. The next week, we won in Detroit, which was a very different car. And the Pac West guys didn't fill up twice, and they only did it once. And they tried to make it. And they both ran out on the last lap, and we won. Now there's 2 victories, right away, and so you're thinking, this is never going to stop, Let's hope it never stops. I just love this. This is beautiful. I love it. Pour 98, là, on m'a offert un volant ça fonctionnait pas chez Bettenhausen. J'avais 2 ans d'entente. On avait décidé d'arrêter l'entente, puis Players m'ont appelé pour aller piloter une deuxième voiture aux côtés de Greg Moore. On m'a offert des essais à Phoenix, en Arizona. C'est vraiment là la première fois que j'ai vu. Puis j'ai entré en contact avec Greg, puis Steve Chalice. C'était lors des essais qui avaient super bien été d'ailleurs. Greg était hyper compétitif, puis pendant les essais, on avait changé de voiture pour voir, tu sais. Puis j'avais travaillé avec Steve Chalice dans les essais. Puis on avait fait des temps assez rapides. Je peux t'assurer que c'est la dernière fois que j'ai jamais travaillé avec Steve Chalice. Mais écoute, l'ingénieur, il était hors pair, là. Il était vraiment incroyable. Auto racing is a complex problem, right? Some people dwell on how complicated it is. And I went the other way, sort of. I said, let's try and make it as simple as possible so that we can get the big things right first, and then we can worry about the small details in the end. I probably would have to say the driver was such a good driver, Greg. If we get all the big things right, we're probably going to be good anyhow. When I'm a guy that was always working and, work, and do all this, and he was like, yeah. So he does a nice debrief, and here it is. This is what I'd say. Oh, okay, thanks. He could go, and, and I could work like crazy on it forever. Je suis certain que pour avoir été coéquipier, notre relation aurait été beaucoup plus proche. Mais le premier que tu veux battre est toujours ton coéquipier. I think, in retrospect, you could see that it was better to get along more and share data and all that stuff so that we can all learn more. Le premier, c'est la grille de 24 voitures qu'il fallait qu'il batte. C'était moi, puis moi de même, c'est normal. Dans le sport automobile, tu es toujours comparé à ton coéquipier. Puis j'ai un de mes amis, Miguel Duhamel, qui est un peu similaire. C'est quelqu'un que je suis certain, Miguel, un de mes grands amis, je pense pas que je pourrais être coéquipier avec, puis lui non plus, parce que c'est quelqu'un de tellement compétitif qu'à un moment donné, tu peux pas avoir une relation. Puis écoute, c'est la même chose avec Alexandre Tagliani, pas coéquipier, j'ai beaucoup de plaisir avec, mais comme
coéquipier, c'était invivable. Fait que c'était un peu la même chose. Mais une grosse partie de mon temps était de suivre Patrick en chip car. J'ai vu les performances de Greg en chip car, puis j'étais souvent agréablement surpris, surtout à son âge. Il était déjà parmi les meilleurs en chip car. Puis la série de chip car, à ce moment-là, c'était la F1 de l'Amérique du Nord. C'était les voitures les plus rapides en Amérique du Nord. Ils performaient sur des circuits ovales, que ce soit au Japon, que ce soit à Fontana, en Californie, à Michigan, sur des grands ovales, des petits ovales et sur les circuits routiers. Et Greg Moore était toujours un des favoris. What a move! The 99 car takes the lead. Greg Moore is in front. Greg Moore était très menaçant parce que, honnêtement, dans ma carrière, j'ai été avec des pilotes rapides, mais Greg Moore était extrêmement rapide. Il avait d'abord et avant tout une confiance en lui énorme. Ça frôlait l'arrogance, presque. Il avait tellement de talent, et il était tellement à l'aise dans tout ce qu'il avait à faire. Si j'avais à décrire Greg Moore, ses forces et faiblesses, je te dirais que ses forces, c'est définitivement son talent. Un talent brut que tu vois pas souvent. Il pouvait conduire à peu près n'importe quoi. J'aurais vu Greg Moore dans une F1 autant que dans une Formule Indy, que dans un NASCAR. Je pense qu'il était capable de faire n'importe quoi. We adapted for the ice. There was about 10 cars, and Greg was the last the first day. I said, hey, this lady just beat you with curlers in her hair. Greg just couldn't believe it. He was sort of laughing, but he was sort of crying too, you know, because he didn't know how to do it. You know? I said, well, we'll figure it out. Don't worry, it'll be fine, you know. And so the next day, we thought about it, and he got some ideas. He won everything after that. Greg était déjà dans l'encadrement Players, avec son entourage. Steve Charles est toujours à ses côtés. Patrick arrive là, plus ou moins bien encadré. Il sort d'une équipe qui est médiocre en Champ Car. Moi, mon rôle, c'était d'assister puis d'encadrer Patrick. Mais les performances de Greg étaient tellement éblouissantes qu'on était un peu dans l'ombre. Se retrouver coéquipier avec un pilote comme ça, c'est excellent parce que pour moi, c'était vraiment une étape de ma carrière qui me donnait une opportunité, si on veut, beaucoup plus grande que ce que j'avais avec Bettenhausen. Sauf que quand tu tombes avec une équipe comme Players, tout est plus grand, là, la pression est plus grande. Il faut que tu performes beaucoup plus là, parce que l'attente des résultats est beaucoup plus élevée. On n'est pas content avec un top 10, mettons. Puis un top 5, c'est correct, là, mais ça prend des podiums. Puis Greg était quelqu'un qui ne pouvait pas aller chercher des podiums à toutes les courses, mais des victoires à toutes les courses. Il y avait plusieurs raisons de se sentir vedette et invincible et spectaculaire. Parce que, écoute, moi, je me souviens de l'avoir vu là, faire le contrôle de son Champ Car à la fin de la course au dernier virage. Alors, je ne sais pas s'il essayait de dépasser quelqu'un, c'est flou. C'est Moore! C'est Greg Moore, mais oui! Mais passer la file d'arrivée, de reculons, mais à 180 000 à l'heure. C'était un enfant en même temps aussi, Greg Moore, il ne faut pas l'oublier. C'était à 21 ans. Là, je me rappelle une fois, il est arrivé à Portland et il avait conduit de Vancouver parce que c'est un gars de l'Ouest. Avec son nouveau jouet, c'était un Hummer à l'époque. Et c'était la fin du monde, un Hummer. Mais de le voir arriver dans les paddocks avec ça et de courir après ses amis, un peu tout le monde, puis de voir comment tout le monde était impressionné par le Hummer. Écoutez, vous l'auriez vu, c'était hallucinant. Un enfant. Il était le centre d'attraction. Son jouet, c'était le jouet que tout le monde aurait voulu avoir. C'était ça un petit peu, Greg Moore. Greg, Dario, Max Pappas, Tony Kanaan, Jimmy, they all sort of hung around together and having all kinds of fun. Greg était jeune riche maintenant, parce qu'il faisait des sous, il faisait beaucoup de sous. La vie était belle. Il vivait de Rich and Famous là, à l'âge de 22, 23 ans. Là, He couldn't be more different. I think that's why people still love him so much. He didn't care. He was a kid, a young kid. He thought the whole thing is just great, and he's just having the time of his life.
Greg Moore avait un père qui était omniprésent dans sa vie. Mais quand je dis omniprésent, là, fusionnel, appelez ça comme vous voulez, je trouve pas le terme. S'il n'était pas encore arrivé à la piste, parce qu'il était toujours là, Greg Moore, il se parlait au téléphone, il était constamment autour de lui. Et il le défendait de façon irrationnelle. Il y avait une petite erreur, il est arrivé un incident, puis il disait « Ouais, Rick Moore s'énervait un petit peu. » Puis là, tu essayais de dire « Oui, mais je pense que Greg est un peu fautif. » Ouf! Là-dedans, non, ça passait pas vraiment. Alors, et heureusement pour lui, il y avait Steve Chalice, qui est un génie. N'importe qui aurait rêvé d'avoir un ingénieur comme lui. C'était pas juste un ingénieur, c'était un ami. Ça va encore plus loin. C'était presque un frère pour lui. Chalice n'avait pas de formation d'ingénieur. On disait que c'était un ingénieur, mais il était tellement intelligent qu'il est allé ramasser toutes les informations et il a appris sur le tas. Et lui, c'était un peu celui qui tempérait. La réputation de Greg Moore était renommée pour être hyper agressif. Et Moore qui ressort tout juste devant Buzz Malkin. C'était sportif, ça, de la part de Moore. C'était un pilote qui laissait aucune chance. Il allait chercher vraiment tout ce qu'il pouvait. D'ailleurs, c'est de lui que j'ai appris que sur les drapeaux jaunes, c'est là que la course commençait. C'était pas sur le vert nécessairement. Fait que quand il y avait un jaune, l'entrée dans les puits, la sortie, écoute, c'était tout le temps. Il essayait d'aller chercher vraiment le maximum, souvent sur le vert, sur un circuit ovale, où tu es à peu près à la même vitesse que tout le monde, où tu vas aller chercher du temps sur les autres. C'est quand tu entres dans les puits, la capacité que tu as à garder une vitesse hyper élevée jusqu'à temps que tu entres dans les puits, puis la force que tu as à retourner à la vitesse maximum à la sortie des puits, c'était pas mal le maître là-dedans. Puis de lui, j'ai appris ça. Là. Ça en était une des choses qui était hyper agressive. M. Moore avait les mêmes caractéristiques que Greg. Ils étaient très exigeants avec les gens autour d'eux. Je me rappelle, je pense que c'était au Japon. Il y avait eu un bris de boîte de vitesse et Rick Moore était dans tous ses états parce que Greg avait eu un accident à cause d'un bris mécanique, que ça n'a pas de bon sens. Je dis pas qu'il a utilisé les termes comme « vous allez tuer mon fils » ou quoi que ce soit, mais il était très émotif. En tout cas, c'est certain. Une chance que Greg, lui, il était un petit peu bon. En tout cas, ça paraissait moins. Honnêtement, jusqu'à temps que ce soit annoncé que Greg quitte l'équipe. Tout le monde a été surpris du départ de Greg, soi-disant qu'il passait à l'équipe Penske l'année suivante. Il l'a fait au milieu de la saison. Le fait d'annoncer ça avant la fin de la saison, on montrait qu'il y avait déjà eu des négociations, selon moi, pour poursuivre justement au-delà de l'année 99 et que ça avait peut-être pas abouti du côté de chez Players parce que on sait que les carrières de pilotes sont assez éphémères et c'est tout à fait normal comme les joueurs de hockey, comme n'importe quel sportif, d'essayer d'avoir le maximum. On a pensé à Greg Moore, c'est certain, parce qu'il avait connu l'année précédente une très bonne performance et Roger Penske voyait en lui, comme bien du monde, un futur champion. No, he didn't ask me, but that's just racing. No one stands still forever. And he just wanted me to come with him and do the same job, but in Penske instead. And I just got my family in a nice school in Indianapolis, and now to think that I'm going to go to Reading now and do the same thing, I thought, oh, I didn't really want to do that. But I think, you know, there was a sort of a bidding war for Greg and myself as an engineer, because we were sort of still new. We were sort of a hot commodity, basically. C'était décevant qu'ils partent avant de gagner un championnat pour Players. On ne peut pas en vouloir à un jeune de passer à l'équipe Penske. L'équipe Penske, ça a toujours été le rêve. C'est un peu comme le pilote d'F1 qui veut s'en aller en F1, puis le rêve, c'est d'aller à Ferrari. Bien, ici, en Amérique du Nord, c'est courir pour M. Penske. C'est sûr qu'à l'intérieur, ça a dû créer un certain chaos et un certain froid, mais il faut passer par-dessus ce genre de choses-là. Et dans ce sens-là, moi, personnellement, j'ai pas senti que Greg allait changer parce que lui, peu importe l'équipe avec laquelle il court ou il va courir, ce qu'il veut faire lorsqu'il embarque dans la voiture, c'est gagner la course. Et Steve Chalice travaillait comme si de rien n'était. C'est sûr que
Le propriétaire de l'équipe, qui est M. Jerry Forsythe, à ce moment-là, c'est une certaine jalousie. Tu sais, M. Penske, Forsythe, puis tous ces riches, ils vivent des choses que nous, on n'était pas nécessairement au courant. C'est certain qu'à quelque part, tu as un super pilote qui est en mesure de gagner des courses. Et puis, c'est le seul sur ton équipe qui a gagné à date, qui performe beaucoup. Et puis, tout à coup, il décide de aller sur l'équipe qui est reconnue comme la meilleure. C'est comme un affront un peu pour Jerry. Puis je pense qu'en dernière épreuve de l'année, on avait décidé d'enlever Steve Chalice, qui était vraiment le support de Greg. Once I said, I'm not going to be here next year, Jerry fired me, which is his prerogative. I think Jerry was very hurt, and in retrospect, maybe I wouldn't have done that. But that's okay, we can't change that. I would still go to green, but I would wait to the end of the year. Je pense que ça l'avait mêlé Greg un petit peu. Puis il était pas là du tout. La fin de semaine de Fontana, là, on avait choisi officiellement Alex Tagliani pour le remplacement de Greg Moore. Alex était prêt à prendre la relève, il était excité, c'est son rêve. Et j'accompagnais Alex durant cette fin de semaine-là pour l'introduire, pour lui montrer c'est quoi sa nouvelle job, finalement, pour l'année prochaine. Where were you that weekend in Fontana? I was at the race. I just watched. Un pilote de course, c'est un pilote de course. En général, il aime tout ce qui est à moteur. Greg, durant la fin de semaine, il y a eu un incident avec une motocyclette, ou même pas une motocyclette, un scooter, dans les paddocks. Il allait peut-être un peu trop vite. He wasn't that great on the motor scooter, you know. Il avait frappé une auto qui reculait. Sorti un petit peu rapidement. Il a frappé la voiture et puis s'est brisé le poignet. Je me souviens bien, c'est le poignet droit. Il y avait des fractures et puis il y avait une blessure ouverte. Il y a eu des points de suture. Tu voyais déjà que sa présence d'esprit n'était pas là, puis ça avait vraiment mal débuté le week-end. Il manque la qualification parce qu'il y a un poignet endolori. Il n'y a pas l'autorisation d'embarquer dans l'auto pour qualifier. I talked to him and his father. You know, it's a 500-mile race. Got a lot of time to recover because you didn't qualify. Il a su, je pense, le dimanche matin qu'il pouvait faire la course avec un support à son poignet. On était un peu surpris parce qu'on a une course à 500 000, plus de 200 000 à l'heure. Un jeune, une main qui est en forme et l'autre dans un plâtre. Et puis il donne l'autorisation. On lui avait bâti une espèce d'attelle pour justement protéger sa main et empêcher qu'il ne se cogne et que ça fasse mal, parce que quand on a une fracture, ça fait mal. Et puis, il montre ça, je dirais presque avec une certaine... Ah, il n'y a rien là, c'est juste une fracture. Puis, bon, il montrait ce que le Dr. Trammell avait fait. Justement, lui, c'était le grand spécialiste, le médecin qui accompagnait la série Kart depuis des années. Et lui, il dit, ah, nous, les Canadiens, on est fait fort, on va passer au travers. Il n'y a pas de danger avec ça. On lui avait même permis de faire des tours pour vérifier si... Et ça, c'était assez exceptionnel. J'avais jamais vu ça auparavant. Is it really worth it at that kind of speed? I know that there's $1 million to grab. It's their last race with the Players Foresight team. But what will be the reason for you to take those risks? I mean, I'm a racing car driver, and, you know, it's not about taking risks. It's about being out there, being competitive, and driving a race car as fast as you can. And, you know, that's what I want to do, and that's what I love to do. So, you know, I'm going to do whatever I can to get back out there and do the best job that I can for everyone on the Players team. Obviously, it's my last race for them. I don't want to go out this way. So, you know, we'll go out and see if we can win that $1 million tomorrow in Fontana. Après son incident, on n'a pas parlé. Je me rappelle qu'on s'était donné la main, puis tout avant le début de l'épreuve, il avait souhaité bonne chance, puis il m'avait dit qu'il avait hâte de quitter puis de changer d'équipe. Non, on n'avait pas parlé tant que ça. Je sais qu'il était vraiment en désaccord du fait qu'il avait enlevé Steve Chalice. I wish they said that he couldn't run, you know. But I mean, you know, everybody would say that, right? Moi, je comprenais pas pourquoi il voulait tant faire la course de dimanche. Il y avait eu des points, il y avait eu des médicaments aussi pour la douleur. Puis il partait en arrière du peloton, puis je voyais pas qu'est-ce qu'il avait à prouver. Il s'en allait avec une équipe de toute façon qui était possiblement meilleure que l'équipe qu'on avait.
en plus d'être payé plusieurs fois le salaire qu'on avait où on était, tu sais. Fait que son avenir était pratiquement assuré chez Penske. Puis il tenait absolument à faire cette épreuve-là. Lorsque je m'avance vers les estrades, parce que mon rôle aussi cette fin de semaine-là, non seulement j'amenais Alex, mais j'étais sur les écouteurs avec Patrick pour le coacher ou pour l'aider, ce qu'on appelle un spotter. On se place tout en haut de l'édifice la plus haute du circuit pour voir la vue d'ensemble sur un circuit ovale, ce qui est facile parce qu'on n'est quand même pas si long que ça, qu'on est tellement haut. On vient en bout de voir le trafic, comment est-ce que se déroule la course au niveau du trafic et tout ça. Alors, on est en mesure de donner des indications. OK, attention à gauche, attention à droite. Alors, moi, je m'en vais vers l'estrade en question avec Alex et on rencontre Greg qui s'en va vers son auto. Et Greg, il dit, I'll be OK, I'll be OK. Alex revient vers moi et dit, il est malade, il va se tuer. On dit ça souvent comme ça, là. Mais effectivement, c'est un peu malade d'aller faire une course de cette ampleur-là avec un plat au poignet. C'était pour montrer, peut-être. Je me rappelle dans les négo avec Jerry, il était déçu d'avoir passé tant d'années avec Jerry, puis que Jerry n'offre pas un salaire comme il allait chercher ailleurs, tu sais. Pour lui, c'était comme... ça voulait dire que sa valeur n'était pas si grande que ça aux yeux de Jerry. Puis je pense qu'il voulait peut-être montrer qu'est-ce qu'il allait perdre. Puis il pouvait le montrer aussi. Même avant que la course commence, je devrais dire qu'il y a énormément d'attention sur Greg Moore. J'avais jamais vu l'attention de la sorte par les journalistes, par les caméramans. Ils sont tous autour de Greg. Parce que Greg Moore, le jeune de 23 ans, s'en va faire une course avec un poignet dans le plat, puis il va partir dernier alors qu'il devrait partir en avant. Il n'a presque pas pratiqué, il n'a pas qualifié, il part la course en dernier, puis un poignet dans le plat. Wow! L'intérêt. Et avant de faire la grille de départ, on va tout de suite vous attirer votre attention sur le fait que Greg Moore se retrouve complètement en fond de grille, Bertrand. La course décolle. Le drapeau vert est donné, c'est parti, on roule la Fontana. Dernière épreuve de la saison. Greg, en partant, va. Et Carpentier qui est là, au beau milieu de tout ça. Et Greg Moore qui a déjà gagné 7 ou 8 places. Il monte rapidement, puis tu vois qu'il a une bonne voiture. Il est agressif. C'était hallucinant de le voir aller. On a vu déjà Greg Moore en pleine accélération. Il est 20e, alors parti 27e. Il a gagné 7 positions. Dans les 4 premiers tours ou quelque chose comme ça. Il y a un drapeau jaune pour un incident. Oh, sortie de piste est violente après ça. C'est Richie Hearn. Oh, Hearn a sorti rapidement de façon latérale. Il a percuté le muret. Moi, je suis placé dans l'estrade pour voir le circuit au complet. Il y a Michael McLure qui est le gérant de l'équipe et le père de Greg, Rick Moore. Il était peut-être pas directement, mais certainement pas loin de Patrick Carpentier. Ça n'a pas pris beaucoup de tours avant que je le vois derrière moi. Greg Moore est remonté jusqu'à la 15e position. Imaginez-vous, il a fait ça en 5 tours de piste, rien de moins. Il faut parler de la situation très rapidement de Greg Moore. En fait, la fracture, ce qui le fait souffrir, c'est les 15 points de suture qu'il a eu sur ses 3 doigts. Il porte présentement une espèce de carapace en fibre de carbone pour empêcher que ça fasse mal lorsqu'il change les vitesses. Ça fait mal lorsqu'il rétrograde, dit-il, surtout à cause des points de suture. Puis finalement, à la relance, je me souviens que Greg a décidé de faire un double dépassement par l'extérieur. Alors, il s'est retrouvé à 3 de large. Puis je me souviens tellement précisément que lorsqu'il est passé devant moi, j'ai hoché la tête. J'ai fait « Pourquoi faire ça tout de suite? Là? Tu risques beaucoup. Là. Dans ma tête, je me parle. Là. Premièrement, je trouve que Greg, déjà, exagère son rythme. Il semble avoir une voiture gagnante. C'est pas nécessaire d'être le plus vite au 10e tour. On a du temps, là. Mais j'ai pas d'affaires, j'ai pas les écouteurs. Moi, je parle pas à Greg, je parle avec Patrick. He was his own man, too. He was very, very good on the ovals, especially
in race condition. That car was a very, very good car. It was just too early to be like that. You know, he needs to calm down a little bit. And he wants to lead the thing in 20 laps. What racer wouldn't, if they can, right? Et puis, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça n'a jamais revenu. Il n'est jamais revenu. À la sortie du virage, il y avait une petite bosse sur le circuit qu'on sentait toujours en Formule Indy à ce moment-là. Je l'ai vu partir. Il est parti un peu de côté, mais j'étais pas certain à 100% que c'était lui. Je trouvais que il avait passé vite dernier derrière moi. Puis j'ai vu la voiture partir, mais on était à pleine vitesse, fait que j'ai continué. Puis là, ça a été jaune immédiatement, là, évidemment. Et puis le tour d'après, quand j'ai repassé, la voiture était pas reconnaissable. Écoute, je pouvais même pas voir que c'était une voiture playeuse. Puis pourtant, dans ce temps-là, il y avait les couleurs bleues fluorescentes. Là, on pouvait facilement voir les couleurs de... Puis c'était pas possible. Puis c'était comme un accident d'avion. Ouais, il y avait vraiment des débris sur à peu près toute la ligne droite arrière. Puis tu voyais qu'il restait juste le cockpit à l'autre bout, puis même le cockpit avait l'air en mauvais état. L'équipe était silencieuse, fait quand on a passé la ligne à départ arrivée, à Fontana, il y avait une grande tour de contrôle où on voyait les numéros. Puis j'ai regardé, puis j'ai vu son numéro descendre dans le bas de la tour de contrôle, puis là, je savais que c'était lui. Tout à coup, Michael McElroy, il tape et dit occupe-toi de Patrick. Il dit on a un code 5, il faut que je descende. Fait que là, il a amené le père de Greg et puis ils sont descendus. Puis là, je dis code 5, code 5. Je me suis informé, c'est quoi un code 5? Ça, c'est un code où le patient est en train de se faire ressusciter, puis là, il pompe, puis ils font des massages cardiaques. Fait que là, c'est un méchant choc. Les voitures étaient rendues rapides, étaient très rapides. Puis je savais que cette personne-là était probablement décédée, là, juste à voir les débris puis la façon. Puis je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a comme une vibe là, qui vient sur le circuit. C'est quasiment comme si il y a un nuage noir qui s'installe au-dessus du circuit. Tout change, toute l'atmosphère change, l'énergie change. Puis quand cet accident-là est arrivé, j'ai vu le numéro descendre. C'est comme si tu le sais que s'il y a quelque chose vraiment d'anormal là, qui vient de se produire, il y a quelqu'un qui a été blessé assez gravement. Puis normalement, l'équipe en fait pas mention parce que justement, il faut que tu termines l'épreuve. Puis je m'ai toujours rappelé, on a roulé sur jaune un bon bout de temps. Puis à un moment donné, mon moteur s'est éteint. Puis il est reparti, il est éteint. Puis à un moment donné, il a arrêté. Problème électrique. Puis j'ai arrêté d'un puits comme ça. Tout le monde pensait que c'est parce que l'équipe m'avait dit d'entrer justement à cause de ça. Mais non, on avait sérieusement un problème électrique avec la voiture. C'est après, tu sais, que je regardais, je dis, le moteur s'est comme éteint tout seul, là, tu sais, comme si ça signifiait que c'était la fin pour quelqu'un. On se retrouve dans les paddocks, l'atmosphère est lourde, on sait pas, on entend parler des rumeurs, est-ce qu'il est mort, il n'est pas mort, mais on sent quelque chose de grave qui est arrivé, c'est sûr. Je voulais savoir, pour moi, puis parce que mon travail, c'était d'informer de comment c'était, et j'ai couru, à un certain moment donné, vers ce qu'on appelle la clinique médicale, qui est au milieu, en fait, près du virage 4. Et quand l'ambulance est arrivée et qu'on l'a transféré de l'ambulance à la clinique en question, il y avait un médecin qui faisait un massage cardiaque. Et moi, à chaque fois que je vois un médecin faire un massage cardiaque sur un lieu d'accident, de course automobile,
1 plus 1, ça fait 2. Personnellement, ce que j'aime pas, c'est que l'ambulance est partie très vite. Hein. On l'a sortie du cockpit très rapidement. Oui, ça, en général, vous l'avez mentionné, c'est pas bon signe. Normalement, on prend toutes les précautions possibles pour éviter d'aggraver les blessures de quelqu'un, mais quand on doit le déplacer rapidement, c'est qu'on doit le soigner également rapidement. J'avais descendu de la voiture, puis Didier Scrannon, qui était avec nous à ce moment-là tout le temps, était à l'extérieur, juste en arrière des puits. Quand Pat a abandonné, on a marché un petit bout ensemble. Il m'avait parlé, puis il disait « Hey... ça regarde pas bien. » Puis là, c'est là qu'il m'avait expliqué un peu la gravité de la situation. Puis c'était la première fois que ça confirmait pas mal ce que j'avais vu dans la ligne droite arrière. C'était ma façon en moi de prévenir Patrick qu'il allait sans doute avoir la confirmation. I regret to announce that driver Greg Moore has been pronounced dead at Loma Linda Hospital. He died of massive head and internal injuries. He was pronounced dead at 21 minutes after 1 o'clock. C'est drôle parce que maintenant, on arrête la course quand ce genre de choses-là arrive. C'était peut-être la chose à faire. En tout cas, je ne porte pas de jugement. C'était pas croyable. C'était vraiment comme surréel un peu d'apprendre ça. En fait, le travail devient une espèce de bouée de sauvetage dans ce cas-là. C'est encore plus dur quand on connaît la personne qui est décédée. Greg, je le côtoyais depuis un certain nombre d'années, donc on est particulièrement touché. Mais à cela, on se met en mode survie. Un peu le cerveau est comme ça, on est fait comme ça. On fait notre travail, puis ça devient une espèce de bouée de sauvetage parce qu'on doit se concentrer sur ce qu'on fait et non vraiment sur la situation. Écoute, je vais te retourner la parole là, quand on va revenir. Ben, si tu veux. Oui, non, écoute, il faut que je le fasse. Hein, je peux pas... OK. Ça peut faire peut-être un peu cliché de dire qu'il nous a quittés en faisant ce qu'il aimait de mieux. Ce qu'il voulait, lui, c'est se retrouver dans un cockpit. C'est là où il était heureux et c'est malheureusement là où il aurait terminé sa présence sur cette terre. Messieurs, je vais vous quitter. J'ai quelques connaissances justement réconfortées. We're all doing this because we love racing. And then all of a sudden somebody gets hurt and we all cry at the same time. You know, you're like, we all have that same emotion, I believe. You know? L'atmosphère était lourde, on est en Californie, normalement il y a un beau soleil, il n'y en a plus. Il n'y avait presque pas de bruit dans les paddocks. Puis tout à coup, on a vu les équipes apporter des fleurs. C'est difficile. I went back to players and you know, consoled all the guys. In racing, it's just different than real life. When they say it's gentlemen start your engines, right? You know, it's that they do it for a reason. You know, you want to be a gentleman about it. Gentlemen, start your engines! It's just... It's so hard because Greg was such a good friend of ours. This is a tragedy for all of us, and I can't express you how sad I feel. The win, it doesn't matter anything. On aurait pu penser que quelqu'un avec une mauvaise voiture ou avec un talent moindre que celui de Greg Moore aurait pu se retrouver dans une situation comme celle-là. Mais tout le monde a dit, pas Greg Moore. Nous autres, on a accès aux données informatiques là, à la suite de cet accident-là. Puis on peut voir qu'est-ce qu'il a fait, puis comment ça s'est passé. Puis Greg, ce qu'il faisait, c'est que ça l'a sauvé assez souvent. Greg Moore has gone sideways. He hasn't done anything yet. C'est quand il partait en dérapage, il mettait l'accélérateur à fond,
Puis souvent, au lieu d'aller frapper le mur, il réussissait à tourner la voiture puis à revenir vers l'intérieur puis à repartir par la suite. Quand il a parti en dérapage, ce qu'on a vu, nous autres, c'est quand il est parti en dérapage avec la voiture, au lieu de freiner, il a vraiment été à fond avec l'accélérateur. Puis au lieu que les roues se mettent à virer, à tourner, si on veut, à l'arrière, à patiner, il y avait trop d'adhérence, fait que les roues ont mordu. Fait que ça a eu vraiment l'effet contraire, tu sais. Fait qu'au lieu que la voiture tourne, la voiture a comme accéléré vers le mur intérieur. Puis la raison pourquoi que l'équipe disait que l'impact avait été si violent, c'est qu'en réalité, c'est comme s'il n'avait jamais levé le pied. Puis par le temps, je pense que Greg a réalisé que la technique ne fonctionnait pas de la façon que normalement ça fonctionnait. Il était trop tard, tu sais. Fait que je pense que quand il a appuyé sur les freins, il a frappé la bordure de gazon qui dépassait un peu. Puis, la voiture a tourné, puis c'était terminé. Fait que l'impact a été tellement violent à cause de cette technique-là que ça a été terminé, ça a été fatal. Il y avait eu un accident grave. Bien grave. Au niveau des dommages, elle a frappé à 180 000 à l'heure. T'es sorti de là comme nothing. Il n'y avait rien. Il y avait un sentiment d'invincibilité. Fait que tout ça mis ensemble. Le jeune, il a 23 ans, on s'entend. C'est une vedette. Il fait de l'argent. Il se sent invincible. Il y a tout l'entourage autour de lui qui le regarde aller. Il n'est pas qualifié. Malgré tout ça, il dit « Je vais leur montrer ». Moi, dans ma carrière, toutes les fois que j'ai voulu faire le spectacle, toutes les fois que j'ai voulu faire le show, le clown un petit peu, je me suis planté. Et finalement, si on regarde ça avec un certain recul, c'est parce que Greg Moore était Greg Moore que ça s'est terminé comme ça. Puis, encore une fois, je reviens souvent avec cette expression-là. La définition dans le dictionnaire du mot « accident », c'est « événement imprévu ». Personne n'avait prévu que ça se terminerait comme ça pour Greg Moore. Papa Moore, Rick, qui était là depuis le début, depuis le karting, Formule Ford, Formule 2000, Indy Light. Puis il a pris le rôle de spotter pour son fils pendant les courses ovales. Parce que chacun des pilotes a un spotter. Souvent, c'est des spotters, genre comme moi, coach, qui connaît la course automobile, les stratégies, le trafic, il connaît le pilotage. Mais des fois, ils peuvent engager n'importe qui. Et puis, ce n'importe qui-là était le père de Greg, sans vouloir dire que c'était n'importe qui, mais c'était pas un gars qui connaissait nécessairement le rôle d'un vrai spotter. Alors, moi, je regarde ça de loin, puis je me suis dit, merde, si j'avais été à la place du père de Greg, j'aurais aimé pouvoir essayer de contrôler Greg de façon qu'il ait un rythme un peu plus sage dans sa course. Au 10e tour, c'était pas nécessaire de faire ce qu'il faisait. Je suis certain que c'est ça qui a tué Greg. Tout le week-end a eu une influence qui est arrivée. Les événements qui ont précédé la fin de semaine, enlever Steve Charles comme ingénieur, qui était vraiment son mentor, qui était vraiment la personne qui contrôlait. Puis Steve Charles, pour moi, c'était comme un maître zen, si on veut. C'était vraiment quelqu'un qui, dans n'importe quelle situation, même si c'était la panique, la voiture n'était pas rapide, il y avait quelque chose, s'était produit un incident. Dans la pièce, c'était vraiment lui qui contrôlait tout, incluant mon ingénieur, moi-même, qui parlait tranquillement, puis qui remettait le calme. Puis en l'enlevant de la dernière épreuve comme ça, je pense que ça a fait mal un peu à Greg Moore. Je pense que si Steve Charles avait été sur son siège d'ingénieur dans les pits où les ingénieurs sont durant une course, ils sont en communication directe, continuelle avec le pilote. Avec la relation amicale et professionnelle que les deux avaient, Steve Charles et Greg Moore, je suis pas mal persuadé que Steve aurait indiqué
il aurait probablement même exigé à Greg d'avoir un rythme intelligent. Ce rôle-là avait été pris par Rick Moore, qui était le père. Papa, il avait peut-être pas la même façon de diriger son fils comme un ami peut avoir avec le pilote comme Steve Chalice. I would never tell him how to drive, right? He knows how to do that. I could talk properly. I was on the radio. I'm sure that there's some dialogue that people were used to that wasn't there now because I wasn't there. That's a shame that happened in that instance. But, you know, that's life, isn't it? That's, unfortunately. J'ai aussi pensé à son père, parce que j'ai dit, son père va être détruit. Les deux vouaient envers l'autre un amour qui était particulier. Rick Moore m'avait particulièrement impressionné lors des funérailles. Je pensais jamais qu'il allait être en mesure de faire une allocution, de faire l'éloge de son fils là-bas. C'est sûr que tout le monde est touché par la mort d'un gars comme Greg Moore, que ce soit ses proches ou ceux qui, je dirais pas, avaient une dent contre lui, mais on pense à Jerry Forsythe, qui avait été extrêmement déçu parce que il pensait bien garder le trésor qu'était Greg Moore pour lui le plus longtemps possible. Mais d'une certaine façon, Greg Moore avait tant donné à l'équipe Players, à l'équipe de Jerry Forsythe, que après une tragédie comme celle-là, ben, on passe par-dessus les froids ou les frictions qu'on a eues. Là. La mort de Greg Moore, c'est vraiment une des étapes les plus difficiles que j'ai passées à ce niveau-là. T'sais, même si j'étais pas le plus proche de Greg, ça m'a vraiment fait quelque chose. Il était jeune, très jeune, comme pilote. Là, on l'était tous, mais je trouvais qu'il s'en allait commencer sa carrière. Greg Moore n'avait rien vu du potentiel de Greg Moore encore. Nous, on le savait à l'intérieur de l'équipe. Là. Je vois les données informatiques et puis en virage, en sortie, en entrée de virage. C'était clair, là, le talent du pilote. Mais Greg Moore, c'était pas quelqu'un qu'on s'attendait à ce que quelque chose comme ça se produise. C'était comme si Greg Moore était capable de se sortir d'à peu près n'importe quelle situation qui se mettait dedans avec sa voiture. Puis je me rappelle, j'avais décidé de déménager cette année-là à Vegas. Puis tout l'hiver, ça a été vraiment bizarre, vraiment dur. Je me rappelle, j'étais des frustrations sans arrêt. Je m'étais teint les cheveux bleus. J'étais un peu fâché de ça, déçu de ça. Tu sais, Puis c'était une des premières fois que je mettais vraiment en question le sport. Tu sais. C'était comme si, oups, on n'a jamais pensé que ça pouvait nous arriver. Tu sais. Ça fait drôle à dire, mais tu penses tout le temps que c'est l'erreur du pilote où il est arrivé quelque chose que le gars n'aurait pas dû faire. Puis quand c'est arrivé à Greg Moore, c'est là que tout le monde a réalisé que ça pouvait arriver vraiment à n'importe qui. Il n'y avait même pas de ce qu'on appelle les murs sécuritaires, là, les safer barriers, pour empêcher justement les voitures de frapper directement contre le muret de béton. Ça n'existait même pas. Le hands device, ça n'existait pas à ce moment-là non plus. Là. Puis malheureusement, c'est des événements comme ça qui fait que les circuits aujourd'hui sont plus sécuritaires. D'ailleurs, Fontana, maintenant, est asphalté au complet dans la ligne droite arrière, permettre aux voitures de ralentir si ça se produit. Ils ne seraient probablement pas décédés si ça avait été le cas. Puis c'est là que j'ai réalisé que le sport était rendu très dangereux. Puis que n'importe qui pouvait y passer. T'sais, avant ça, j'ai jamais même pensé à ça. J'ai pensé aux accidents, des choses comme ça, mais les chances de perdre la vie dans le sport étaient plus grandes à ce moment-là. Mais ça m'a plus fait de quoi, je dirais, pour lui. Je trouvais que c'était malheureux d'y laisser sa peau, quand il y avait un futur incroyable en avant de lui.
en IRL. À ce moment-là, les séries s'étaient séparées. C'est là que j'ai réalisé que là, vraiment, ton numéro pouvait être tiré à peu près n'importe quand. C'était différent. J'avais des enfants, la situation avait changé. T'es plus vieux, t'as fait tes années, tu sais que tes meilleures années sont à peu près derrière toi. Tu le fais pour t'amuser, mais à ce niveau-là, c'est pas quelque chose que tu fais pour t'amuser. Fait que c'est là que j'ai décidé que c'était terminé. Je me rappelle, Ryan Briscoe fait une sortie de piste qui m'a rappelé Greg Moore, c'était à Chicago. Il a passé par-dessus, c'était accroché avec mon coéquipier. Mon coéquipier, c'était Alex Barron. Il a passé par-dessus moi. Il a frappé la clôture. Puis j'ai été chanceux, parce que les morceaux m'ont pas frappé, ça passe par-dessus. C'est une boule de feu. J'ai passé le tour d'après, puis Ryan Briscoe, avec la voiture coupée en deux, était sur le gazon. Je pensais qu'il était décédé, mais finalement, il avait juste eu les deux épaules fracturées. Puis je me rappelle, à ce moment-là, j'ai dit terminé, that's it. La course n'était pas terminée. Ils ont sorti un rouge. On a arrêté. J'ai fait une prière. J'ai dit, fais juste me laisser me rendre jusqu'à la fin de celle-là. Après, c'est terminé. Puis ça a été terminé. I just remember how fun he was. And, whether we were, fly fishing or racing, we just had all kinds of fun. Doesn't matter, just a really good guy. And he was the first guy that would say, hey, let's go fishing. I remember that, and I miss it.